tester la mémoire RAM et vérifier les ports GPIO en entrée. Telles sont les tâches que j'accomplis aujourd'hui sur la plateforme Z80 Pro 83. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Bienvenue à cette troisième vidéo de la série de découvertes de la plateforme vintage d'apprentissage de microprocesseurs Zilog Z80, la plateforme Pro 83. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos de la série, je vous recommande fortement de les visionner dans l'ordre avant celle-ci. Sinon, vous allez être complètement perdu. Dans la deuxième vidéo, on a testé le fonctionnement de base de la plateforme en exécutant du code source programmé sur une mémoire EEPROM. C'est de la mémoire morte. On a en fait vérifié l'exécution d'un code source assembleur sur toute la plage de mémoire morte qui est supportée par la plateforme. Et on a aussi ultimement fait clignoter une LED. Et je vous ai même montré mon simulateur de mémoire EEPROM, ce qui permet d'accélérer le développement du code source. C'est un bon début, mais aujourd'hui, on va pousser notre découverte un peu plus loin en testant la fonction de broche d'entrée de la puce PIO. J'avais testé en mode sortie, aujourd'hui je teste en mode entrée. Et on va aussi vérifier chacune des 2048 cases de mémoire vive, la mémoire RAM, car s'il y a un seul octet de mémoire qui ne fonctionne pas, ça pourrait nous jouer des tours dans nos essais futurs. Mais avant d'exécuter ces essais, je vous présente les points saillants du manuel de l'usager de la plateforme Pro 83. Voici le manuel en question que j'aurais probablement dû consulter plus tôt. Ça m'aurait sauvé du temps. Alors, c'est un manuel en français. Comme vous savez, Protec est une compagnie montréalaise et donc un manuel en français pour la population québécoise, d'autant plus que je crois que cette plateforme a été distribuée dans des écoles techniques. Donc, ça prenait de la documentation en français, bien sûr. Alors, le manuel a été produit en 1981. En tout cas, c'est ce qu'on nous donne ici sur le copyright. Est-ce que la plateforme a été fabriquée à partir de 1981? C'est très possible. Alors, dans les informations importantes que j'ai tirées du manuel, il y a entre autres ce schéma bloc de la plateforme. Et le schéma nous fournit vraiment de façon simple comment le tout est branché et comment les bus fonctionnent. Et on nous identifie aussi les puces, ce qui est quand même intéressant là, pour trouver rapidement les fonctions de chacun des circuits intégrés sur la plateforme. Alors, on comprend évidemment qu'on a un EEPROM de 2 kilo-octets, ça, on l'avait saisi, et qu'on a deux banques de 1 kilo-octet de RAM. À l'origine, la plateforme était vendue seulement avec 1 kilo-octet de RAM et on devait acheter les deux autres puces de mémoire pour faire le deuxième kilo-octet. On sait qu'on a bien sûr notre processeur, le Z80 ici, et on a le PIO, qui est ici. Une chose importante qu'on apprend aussi, c'est que le fameux connecteur vert qui est situé à gauche de la plateforme, c'est un connecteur qui suit un standard, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est le standard S100. Alors, il semble bien qu'il y avait des cartes périphériques qui étaient disponibles, vendues pas seulement par eux, mais probablement par d'autres fabricants, qui suivaient le standard S100. Et donc, le brochage de ce connecteur n'est pas fait au hasard. C'est pour être compatible avec d'autres périphériques extérieurs qu'on insérerait, bien sûr, sur la plateforme. Et ce qu'on constate aussi, c'est que le bus de données parcourt vraiment la plupart des puces principales de tout le circuit. Alors, bien sûr, le bus de données permet de communiquer du processeur vers toutes les autres pièces qui doivent, bien sûr, traiter de l'information. Et le bus d'adresse, lui, il va seulement sur les puces de mémoire, donc RAM, ROM. Il y a du décodage, bien sûr, de mémoire nécessaire pour sélectionner, donc activer les bons chip select sur les bonnes puces au bon moment. Ici, on ne montre pas, mais le PIO reçoit quand même A0 et A1. On l'a vu précédemment, là, que ces deux lignes sont importantes pour sélectionner lequel des ports, le port A ou le port B, qu'on veut traiter, et si c'est une commande de contrôle ou de données. Donc, il y a quand même deux petites lignes ici qui auraient dû être dessinées. Il y a un bus de contrôle aussi en plus. Quand on parle de bus de contrôle, c'est tous les signaux de contrôle qui sortent du processeur. Bien, ces signaux-là vont entre autres sur le PIO.
Et c'est comme ça là, que lorsqu'on fait les commandes in-out, tout cet échange se fait par le bus de contrôle, donc pour mettre la puce PIO en fonction. Et bien sûr, le bus de données se rend aussi au PIO. Maintenant, la partie inférieure touche un aspect qu'on n'a pas encore touché, c'est l'aspect moniteur. Vous allez voir plus tard, là. Le moniteur, c'est ce qu'ils appellent, eux, c'est toute la partie où on peut saisir des instructions, des opérandes, on peut entrer des données donc, sur le clavier et faire fonctionner un petit programme qui est logé dans la mémoire vive, la RAM. C'est là où l'apprentissage se fait. C'est une plateforme d'apprentissage. C'est avec toute cette interface ici qu'on voit et on peut avancer dans le programme. On va l'essayer plus tard, c'est certain. Alors, ça inclut le clavier, les affichages et toute la logique pour prendre le contrôle de l'exécution de notre petit programme qu'on rentre, qu'on saisit dans la machine. Maintenant, l'autre information essentielle que j'ai tirée du manuel, c'est la table, la location mémoire. Donc, où est la mémoire ROM, où est la mémoire RAM dans l'espace d'adressage. Alors, on l'a deviné déjà, je vous l'avais mentionné, le ROM, donc le EEPROM, donc la mémoire de programme, commence à l'adresse 0000 hexadécimale. Ça, on le savait. Et quand on regarde l'assignation ici, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est réservé entre 0000 et 0FFF pour la mémoire programme. Mais il y a une bonne partie qui n'est pas utilisée, c'est-à-dire la moitié de cette réservation. On a un premier kilooctet de mémoire ROM entre 0 et 0.3FF et le deuxième entre 0.400 et 0.7FF. Ça, c'est toute la mémoire programme, là, les 2 kilooctets. Et il y a donc un trou entre 0.800 et 0FFF. Par la suite, c'est la mémoire RAM. Elle commence à 1000. Rappelez-vous bien de cela parce que dans un des tests que je vais faire aujourd'hui, je vais tester la mémoire RAM. Donc, elle débute à 1000 hexadécimales et elle s'étend jusqu'à 1700 FF. Parce qu'effectivement, là aussi, il y a 2 kilooctets de mémoire vive, la mémoire RAM. Donc, évidemment, c'est partitionné en différentes zones. Ce sont des zones utilisées par le moniteur, on va le voir plus tard, mais la RAM en tant que telle qu'on va devoir tester, là, elle se situe entre 1000 et 1700 FF. C'est ça les 2 kilooctets. Par la suite, on nous dit qu'au niveau de l'adressage, ce n'est pas utilisé. Ça, c'est la table de mémoire. Maintenant, vous vous rappelez que l'adresse pour le PIO, c'était de 40 hexadécimales à 43 hexadécimales pour le port A, pour le port B, contrôle, données. Alors ça, on l'avait découvert, je l'avais découvert en faisant la rétro-ingénierie de la plaquette. Ça m'avait pris beaucoup de temps. Bien sûr, ça aurait simplifié beaucoup les choses si j'avais regardé le manuel. Et on voit aussi qu'au niveau du contrôle, que les adresses 44 à 47 sont assignées au clavier hexadécimal et 48 à 4F, c'est assigné à l'affichage. Donc, le moniteur, lui, va vraiment contrôler ces choses. Je n'ai pas la prétention de vouloir refaire tout le code source en assembleur qui fait fonctionner ces affichages. Maintenant, une autre chose que j'ai apprise, c'est que l'interface pour enregistreur cassette, pour sauvegarder les programmes et les charger, l'interface est implémentée sur la plaquette que je possède. Donc, on va pouvoir essayer aussi de transférer un programme avec peut-être un PC plutôt qu'un enregistreur cassette, là, mais on va pouvoir l'essayer. Il semblait bien que le matériel soit présent, mais c'est extrêmement rudimentaire, on va dire, au niveau du matériel. Alors, fait amusant, cette plateforme était vendue en kit et on nous donne ici, dans le manuel, les instructions d'assemblage de la plaquette, étape par étape. On nous dit où poser les pièces et ainsi de suite. Donc, quand même, c'est un kit. Je peux vous dire que le mien était bien assemblé, même qu'il avait l'air d'un assemblage fait de façon commerciale. Mais c'était disponible en kit. Maintenant, le moniteur. Le moniteur, c'est le programme qui était fourni sur le EEPROM avec la plateforme d'apprentissage. Et donc, le moniteur, c'est le programme principal qui nous permet d'interfacer, entrer des instructions
et ensuite faire exécuter instruction par instruction, déverminer, et ainsi de suite. Et même sauvegarder sur cassette. Ça, c'est le programme moniteur. Et on nous décrit dans le manuel, bien sûr, le fonctionnement du programme moniteur. Entre autres que les 6 affichages à l'avant, on s'en serait douté, là, il y en a 4 et un petit espace, il y en a 2. Et on devine bien que les 4 cases ici correspondent à l'adresse et les 2 cases de droite, les 2 affichages, correspondent à la donnée en 8 bits. En hexadécimal, bien sûr. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait l'affichage et on va l'essayer certainement. Et dans le manuel, on fournissait aussi des exemples qu'on peut saisir dans le moniteur et exécuter. Alors, on va certainement en essayer un de leurs exemples. Et un des exemples, c'est de faire clignoter l'affichage. Donc, on nous fournit assez d'informations pour prendre le contrôle de l'affichage si on le désire. Et finalement, fourni dans le manuel, le schéma électrique de la plateforme. Par contre, la qualité de la numérisation est mauvaise. Il y a des endroits où c'est impossible de lire quels chiffres sont indiqués. Il y a des endroits qui sont pires que d'autres. En plus, est-ce qu'il y a connexion ou il n'y a pas connexion des lignes ici? C'est quasiment impossible de voir. Et en plus, les désignations des pièces sont à peu près illisibles. Mais tout de même, ça nous donne une vue d'ensemble de la plateforme. Et ce que ça nous montre, entre autres, c'est que l'aspect cassette est effectivement implémenté. Il y avait un transistor à côté du quartz sur la plateforme. Et ce transistor ne servait pas à l'oscillateur du quartz, c'est pour un amplificateur pour le son venant de la cassette. Et bon, il y a un système de comparateur, bien sûr, et de numérisation là, des sons. Et pour ce qui est de la sortie, bien, c'est une onde carrée qui est simplement filtrée et envoyée dans l'entrée auxiliaire au microphone, avec une atténuation additionnelle pour le côté microphone. Donc, il semble bien qu'on a ce qu'il faut pour faire fonctionner le lecteur cassette. Sinon, c'est une plateforme qui semble être bien faite, mais on s'entend, c'est complexe compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui. Si c'était à refaire aujourd'hui, jamais on construirait une plateforme aussi complexe. Il y aurait des ports SPI, I2C un peu partout. On simplifierait beaucoup les choses. La mémoire serait déjà intégrée dans un microcontrôleur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vraiment typique 1980, où on a les composants séparés et on a beaucoup de logique câblée pour faire le décodage d'adresses et ajouter des fonctionnalités externes comme affichage et clavier. Mais quand même intéressant, parce qu'on peut toujours apprendre en regardant ce genre de schéma. Comme premier essai, nous allons faire le transfert d'une donnée lue du port A vers le port B, donc entrée vers sortie. Ça va copier tout simplement la valeur lue du port A vers le port B. Alors, bien sûr, on définit des étiquettes ici qui sont les adresses de données et de contrôle pour le PIO port A et PIO port B. Et vous voyez les adresses ici. Et ça, c'est essentiellement ce qu'on avait fait dans la première vidéo lorsque je contrôlais en sortie, mais j'ai ajouté quand même le port A ici. Et on va initialiser les 2 ports, le port A en entrée, c'est-à-dire le mode 1, et le port B en sortie, c'est le mode 0. Toutes les broches du port A vont être en entrée, toutes les broches du port B vont être en sortie. Et donc, pour faire cela, on fait exactement ce que je faisais dans la première vidéo, c'est-à-dire qu'on charge la valeur de configuration dans l'accumulateur et on transfère l'accumulateur vers l'adresse qui correspond au registre de contrôle du port A. Et on fait la même chose pour le port B. Charge dans l'accumulateur la valeur qu'on veut transférer dans le registre de contrôle du PIO pour le port B. Alors, contrôle, contrôle. Et les 2 valeurs, c'est selon la table de configuration. On voit bien ici que le mode 0, c'est le mode sortie. Donc, à ce moment-là, on met 0, 0, on met 0, 0 et F. Donc, 0, F pour en mode sortie. Et en mode entrée, on met 0, 1 sur D7, D6, ce qui fait 0, 1, 0, 0. Donc, 4 et F. Donc, 4F et 0F. Par la suite, c'est une simple petite boucle. Qu'est-ce qu'on fait? On lit la donnée du PIO A, donc PIO AD, la donnée qui est à l'adresse, bien sûr, qui a été définie ici. On lit cette donnée, on la transfère dans l'accumulateur avec la commande IN, qui est le contraire de OUT, bien sûr. C'est une lecture d'un port. Et la commande OUT
enverra l'accumulateur, donc qu'on vient de lire, dans le port B donné. On aura donc copié la valeur lue sur le port A vers le port B. Et bien sûr, après ça, on boucle, on tourne toujours rapidement pour copier cette valeur du port A au port B. Et regardons le résultat maintenant. Alors, j'ai brûlé mon émulateur de EEPROM et je l'ai installé et le programme roule présentement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché 8 des 16 sondes de mon analyseur logique, les 8 sondes du haut que vous voyez ici, les 8 sondes du haut, c'est les entrées, les 8 entrées, donc l'entrée est le port A, et les 8 autres sondes, ce sera les sorties, donc de D0 à D7. Alors, en haut, ce sont les entrées, en bas, ce sont les sorties. Donc, on peut s'attendre à ce que, par exemple, si on active D8, donc ça pourrait aller à mon niveau haut, ben on va voir D0 qui va suivre la sortie niveau haut, et ainsi de suite pour les lignes. Alors, je vais activer ici le port A en injectant un niveau logique haut, donc plus 5 avec ce bout de fil sur l'entrée A0. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit, si vous remarquez bien, il y a un petit peu, bien sûr, d'état instable, mais vous voyez que l'entrée 0 est à haut et la sortie 0 est à haut aussi. Et si je débranche, bien, tout ça retombe. Donc, l'entrée 0 est à bas, la sortie est à bas. Si je vais à l'entrée 1, l'entrée 1 et la sortie 1, troisième, et ainsi de suite, ça va fonctionner, ça va toujours bien suivre. Voici l'entrée 2 et la sortie 2, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui arrive sur le port A est copié sur le port B, au niveau des entrées, sorties. Maintenant, vous avez remarqué une chose, lorsque j'active une entrée comme ceci, vous voyez, il y a des petits états instables. Vous les avez vus? Les petites lignes. Les petites lignes très minces. Alors, pourquoi est-ce que ça se produit? Bien, présentement, je suis un peu en branchement illégal. C'est qu'il n'y a pas ni pull-down ni pull-up sur les entrées. Donc, le port A est laissé flottant, sauf pour la broche sur laquelle j'applique la tension plus 5 volts pour monter au niveau haut. C'est donc dire qu'il y a du bruit qui se promène sur les autres entrées et ça se transmet bien sûr sur la sortie. Lorsque je génère du bruit sur l'entrée, ben, vous voyez que ça se génère sur la sortie, la ligne d'en bas. Donc, il faudrait bien sûr mettre soit des pull-up, soit des pull-down pour s'assurer que les entrées A0, A7 ne sont pas flottantes. Et donc, j'activerai bien sûr, par exemple, A0 seulement. Ben, on verrait juste A0 qui changerait et les autres lignes ne bougeraient pas. Donc, branchement illégal, mais c'était quand même pour essayer, s'assurer que ce qu'on lit sur l'entrée fonctionne bien et on le transfère sur la sortie, ce qui démontre que les entrées-sorties fonctionnent très bien. Petit test simple. Maintenant, on va passer à la vérification de la mémoire RAM. Est-ce qu'elle est encore bonne après toutes ces années? Alors, sachant que notre adresse RAM débute à l'adresse 1000, bien, j'ai défini une étiquette 1000 hexadécimale. Je l'ai appelé SRAM Banque 1 adresse. Alors, je vais me servir de cette position, cette adresse dans mon code. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans le test aujourd'hui? Je vais vérifier les 2048 cases de mémoire pour m'assurer que la valeur écrite et la valeur lue dans une case mémoire sera la même. Et je vais faire ça dans toutes les cases, une case à la fois. Alors, si jamais il y a une erreur, le programme va envoyer une impulsion sur le port B. Juste une petite impulsion. Donc, signaux monte et redescend la broche B0. Alors, c'est une façon de voir s'il y a erreur ou pas. Et s'il n'y a absolument aucune impulsion qui sort sur la broche B0, c'est qu'il n'y a aucune erreur dans notre code source. Alors, bien sûr, la première chose, comme je l'avais fait dans la vidéo précédente et même dans l'essai précédent, c'est de configurer mon port, le port B, contrôle. Je vais le mettre en sortie. Donc, c'est le mode 0. Parfait. Je vais pouvoir envoyer des impulsions sur la broche B0. Maintenant, le test que je vais faire, je vais d'abord écrire des 5.5 et vérifier que les 5.5 sont lus partout. Et par la suite, je vais écrire des AA et je vais vérifier que les AA sont lus partout. Alors, pourquoi 5.5 et AA? Quand vous regardez ici, 5.5, c'est 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Alors, on alterne des 0 et des 1. Et AA, c'est exactement le contraire. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0.
Et le but d'alterner entre des 0 puis des 1 entre les bits, c'est de vérifier s'il n'y aurait pas deux lignes adjacentes qui seraient collées l'une avec l'autre. De sorte que si on écrit toujours des 0 ou des 1, on ne verra pas que les deux lignes sont collées ensemble. Donc, en alternant des 0 et des 1 sur des positions adjacentes, ça révèle un peu plus deux lignes adjacentes, deux lignes de données qui seraient en court-circuit l'une avec l'autre. Alors ici, on va le voir facilement si jamais c'est le cas. Alors, je vais faire tout un test complet en écrivant 5,5 et par la suite, on verra le test AA qui est exactement le même test, sauf que j'écris AA partout. On peut se concentrer sur cette partie du test, puisque l'autre partie, c'est une répétition. Là, c'est assez complexe, parce qu'il faut utiliser la puissance du processeur. Il y a des commandes qui sont vraiment intéressantes et qui font des exercices en bloc. Et on n'aura pas besoin de créer des boucles pour faire l'exercice. Par exemple, je peux écrire 5,5 dans les 2048 cases à partir de l'adresse 1000. Je peux le faire avec les commandes qui sont écrites ici. Et c'est la commande LDIR qui va faire la répétition 2048 fois du transfert de la valeur 5,5 à partir de l'accumulateur jusqu'à toutes les cases mémoire de notre mémoire RAM. OK, alors c'est la commande LDIR, mais pour utiliser la commande LDIR, qui n'a pas de paramètres, il faut au préalable avoir configuré les registres suivants, HL, DE et BC, de la façon que vous le voyez ici. Et il faut en plus avoir chargé l'adresse de base. Alors en faisant ces instructions-ci, on remplit les 2048 cases de valeur 5,5 hexadécimale. C'est assez puissant, il n'y a aucune boucle. La commande LDIR va le faire 2048 fois, cet exercice d'écrire 5,5 partout. Et maintenant qu'il y a 5,5 décrits dans les 2048 cases mémoire, maintenant on va aller les relire. Et ça se fait avec une commande. Je vais utiliser la commande comparaison avec incrémentation. Et donc, non seulement il va faire une comparaison entre ce qu'il y a dans l'accumulateur, donc que j'ai mis 5,5, avec la case mémoire en question, mais en plus de faire cette comparaison, il va incrémenter, d'où le I dans la commande CPI, il va incrémenter l'adresse qui est dans HL. Et il va décrémenter la valeur BC. Et donc, ça devient facile de faire une petite boucle ici. Et à chaque fois qu'on exécute la commande CPI, on n'a pas à décrémenter manuellement la valeur de BC et non plus l'adresse, l'incrémenter. Et c'est des valeurs 16 bits. Donc, imaginez s'il fallait faire ça avec des commandes sur du 16 bits, ça serait au minimum 2 instructions. Mais tout se fait tout seul ici avec la commande CPI. C'est la beauté de la chose. Et il y a une autre petite astuce qui est faite ici pour vérifier lorsque le BC arrive à 0, donc la fin de la vérification des 2048 cases, puisque cette valeur BC est décrémentée à chaque passe. On peut vérifier en faisant les deux instructions suivantes. Load la valeur de B dans l'accumulateur et fait un OU de la valeur de C sur la valeur qui est dans l'accumulateur. Alors, si B est rendu à 0,0 et que C est aussi rendu à 0,0, alors si on charge 0 dans l'accumulateur et on fait un OU avec 0 aussi, avec ces deux instructions, on va vérifier lorsque ça sera rendu à 0, lorsque la valeur sera rendue, BC sera rendue à 0. Alors, c'est la petite astuce. Et l'instruction suivante, on peut faire un saut seulement lorsque le fanion 0 sera soulevé. Il sera soulevé seulement quand la dernière instruction qui est faite ici, donc un OU entre l'accumulateur et la variable C, lorsque ce OU-là donnera 0, ben, le fanion 0 va être soulevé. Alors, on va sauter pour sortir de cette boucle lorsque le fanion 0 sera soulevé. On s'en ira faire les AA par la suite. Sinon, ben, on continue, on fait encore une fois une comparaison de la case suivante. Et si la valeur est de 0, parce que la comparaison ici va affecter le fanion 0, si le fanion 0 est soulevé, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, le saut ici, le jump, va se faire. On s'en va à la valeur, donc à l'adresse suivante pour faire un autre test. Si le fanion 0 n'est pas soulevé, c'est que la comparaison
n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que les deux valeurs n'étaient pas égales entre l'accumulateur et la case mémoire. À ce moment-là, on ne fait pas cette instruction. On saute seulement si le fanion est soulevé. Mais si le fanion n'est pas soulevé, on va à la ligne suivante. Et ça appelle l'envoi d'une impulsion. Et cette petite fonction, une routine, impulse error, je l'ai créée ici, elle est isolée du reste du code. Bien sûr, il y a un jump inconditionnel ici, ailleurs dans le code. Donc ici, là, c'est tout seul. Alors, lorsque j'appelle, donc call impulse error, ça va simplement soulever la broche B0 et ça va la rabaisser et ça va faire un retour, return, à l'endroit précédent d'où l'appel call a été fait de la fonction. Et cet appel avait été fait ici. Donc, j'envoie une impulsion s'il y a une erreur et je retourne ensuite, je saute à l'adresse suivante pour aller tester l'adresse suivante. Alors voilà, c'est plutôt difficile à expliquer. Il a bien sûr fallu que je digère beaucoup des instructions assembleur pour comprendre comment faire cela. Loin de moi la conviction que c'est la façon la plus simple de le faire. Il y a probablement des façons plus efficaces et bien sûr, vous me le direz dans les commentaires. Mais le gros défi ici, c'est que pour faire le test de la mémoire RAM, on ne peut pas utiliser la mémoire RAM. Vous voyez là, un petit peu le chien court après sa queue ici. Donc, il fallait que je réussisse à faire ce test sans utiliser la mémoire RAM, et donc seulement utiliser les registres d'usage général qui sont dans le microprocesseur lui-même. Bon, alors 5.5, une fois que le 5.5 est fini, comme je vous l'ai mentionné, on s'en va exécuter après ça identique le code AA, et ça revient ensuite au code 5.5 et AA, 5.5, AA, ainsi de suite. Voilà, je m'excuse de ne pas pouvoir vous l'expliquer plus facilement. Il aurait fallu vraiment que je vous montre chacune des instructions, qu'est-ce qu'elle fait dans le manuel, la fiche technique du Z80, et là, ça devient trop pénible. Mais vraiment, là, avec ces petites instructions comme LDIR et CPI, et avec usage de A, les fanions, F, donc B, C, D, E, H et L, qui sont des registres 16 bits pour stocker des adresses, on peut faire des choses très puissantes avec très peu d'instructions. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à voir ça dans un microcontrôleur qui date de la fin des années 70. Franchement, très impressionné. Alors, le code source est peut-être compliqué à expliquer, mais le test, lui, est assez simple à exécuter. Le test est lancé. Présentement, il n'y a strictement rien à l'affichage sur l'oscilloscope. Si je déplace le point de déclenchement, vous verrez, c'est un niveau bas. Il n'y a donc pas aucune alarme, aucune impulsion envoyée. C'est donc dire que les puces RAM sont bonnes, sont fonctionnelles. Maintenant, est-ce que je peux en générer une erreur? Oui, je peux, en prenant soit un bout de fil, mais c'est peut-être un peu violent. Je vais prendre une résistance de basse valeur. Je crois que c'est une 22 ohms. Alors, ce n'est pas conseillé de le faire, mais je vais le faire juste pour vous. Je vais court-circuiter 2 lignes de données. Et donc, on va voir effectivement des erreurs qui vont apparaître à l'écran. Et voilà, je vais voir, c'est censé être une petite impulsion. Donc, voilà, vous en avez des erreurs qui apparaissent. Et dès que je relâche le court-circuit, ben, ça arrête de déclencher. Donc, il n'y en a plus soudainement. Je peux essayer une autre puce, par exemple celle-ci. Et voilà, vous voyez, il y a des erreurs sur le bus de données. Donc, la valeur lue n'est pas 5.5 et AA. Et probablement écrite aussi n'est pas 5.5 AA, étant donné que je fais des courts-circuits entre les lignes de données. Alors, si j'avais court-circuité des lignes d'adresse, il n'est pas clair que ça aurait donné une erreur, puisque on remplit toute la banque de 5.5 et de AA. Donc, possible que ça aurait donné des erreurs, mais à coup sûr, en court-circuitant les lignes de données, c'est garanti. Alors, les 4 puces de 1024 octets x 4 bits chacune sont correctes. Les 2048 octets sont fonctionnels. Oh, et petite précision, dans la dernière vidéo, j'avais mentionné, à tort, que le simple fait de charger une valeur dans l'accumulateur mettait à jour les fanions. Par exemple, le fanion 0 ou le fanion négatif. Eh bien non, pas sur le Z80. Sur d'autres processeurs, par exemple le 6502, oui, c'est le cas.
Dès qu'on charge une valeur dans l'accumulateur, par exemple, qu'on met 0 dans l'accumulateur, le fanion Z va se soulever. Mais dans le Z80, il faut faire une opération sur l'accumulateur ou sur d'autres registres dans nos registres d'usage général. Un simple chargement de la valeur, ce n'est pas suffisant pour mettre à jour les fanions. Il fallait quand même que je le dise. J'ai fait quelques recherches additionnelles sur la compagnie Protec Microsystems et elle n'existe plus finalement. Car il n'y a eu aucune publication d'état de compte ou de documents légaux publics depuis plus de 20 ans. Son nom a en fait été radié du registre des entreprises du Québec. Je me sens donc libre de vous fournir le manuel de la plateforme sur mon site web bidouilleur.ca. Vous y trouverez aussi le code source que j'ai exécuté aujourd'hui. Question de vous renseigner si vous êtes curieux. Et il y a un lien dans la description sous la vidéo où vous trouverez le fichier zip de ce que je viens de vous mentionner. Dans la prochaine vidéo, je vais installer la puce EEPROM d'origine ainsi que les circuits intégrés manquants et je vais commencer à jouer sur le fameux programme Moniteur. Demeurez donc à l'écoute. Merci et à la prochaine!